L'écrasante responsabilité du Hamas dans la catastrophe palestinienne. C'est le titre d'une chronique signée Jean-Pierre Philu et publiée dans le quotidien national Le Monde. Une tribune qui fait polémique sur les réseaux sociaux, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il est reproché au professeur de Sciences Po un parti pris politique et des raccourcis historiques exprimés dans cette tribune. Le Hamas est-il responsable du génocide israélien commis en Palestine ? C'est le sujet de cet entretien que j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui avec deux grands connaisseurs du Moyen-Orient et de la Palestine, Christophe Oberlin et François Burgat. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour monsieur Fouad. Alors François Burgat, vous êtes politologue, grand spécialiste de l'islam politique. Vous avez été chercheur à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman et directeur de recherche au CNRS, ainsi que président du conseil scientifique et administratif du Centre arabe de recherche et d'études politiques. Vous êtes l'auteur d'ouvrages de référence sur l'islamisme. On va citer L'islamisme au Maghreb, La Voix du Sud chez Cartala, L'islamisme en face chez La Découverte, et plus récemment chez le même éditeur, Comprendre l'islam politique, une trajectoire de recherche sur l'altérité islamiste. Christophe Oberlin, quant à vous, vous êtes médecin, chirurgien. Vous vous êtes rendu à de nombreuses reprises à Gaza en tant que chirurgien. Vous avez également publié de nombreux ouvrages chez votre éditeur Éric Bonnier. On citera les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale, l'enquête, une traduction de Histoire de la politique étrangère du Hamas chez le même éditeur, et enfin, plus récemment, Cheikh Yassine, le fondateur du Hamas, toujours aux éditions Éric Bonnier. Alors avant de parler du texte de Jean-Pierre Philu, rappelons, si vous le voulez bien, qui est l'homme. Une présentation rapide. Donc Jean-Pierre Philu, c'est un universitaire qui a été diplômé en 1981 de Sciences Po Paris, où il a soutenu une thèse de doctorat en histoire. Le sujet, c'était mai 68 à l'ORTF. Il est aussi diplômé de l'Institut national des langues et civilisations orientales en arabe et chinois. Jean-Pierre Philu, c'est aussi quelqu'un qui a eu une carrière politique, puisqu'il a été conseiller des affaires étrangères de 1988 à 2006. Il a été en poste en Jordanie, aux États-Unis, en tant qu'attaché culturel, puis en Syrie, premier conseiller à l'ambassade de France, et enfin en Tunisie. Il a été aussi membre de plusieurs cabinets du ministre de l'Intérieur, Pierre Joxe, du même ministre à la Défense, donc Pierre Joxe qui était aussi ministre de la Défense, et du Premier ministre Lionel Jospin. Il est enfin depuis 2006 professeur à Sciences Po Paris, où il est mentionné sur sa page Wikipédia qu'il aurait obtenu son habilitation à diriger des recherches en 2008. Il est également chercheur au CERI. Donc on reparlera de cette présentation. Alors maintenant, je vais me pencher sur quelques éléments de ce texte, de cette chronique qui a été publiée dans Le Monde très récemment, où Jean-Pierre Philu donc accuse le Hamas d'être responsable de la catastrophe palestinienne. Jean-Pierre Philu finalement démarre cette critique de manière surprenante en partant en 1948 voilà ce qu'il dit. Je vais commencer par là et voilà, vous me direz si ça vous inspire un commentaire. Et disons que j'ai été assez surpris par rapport à cette question de la Nakba. Donc Jean-Pierre Philu écrit, je cite, « Il est néanmoins discutable d'éluder la responsabilité de certains dirigeants palestiniens dans les deux désastres historiques que sont la Nakba, la catastrophe de 1948, avec l'exode de plus de la moitié de la population arabe de Palestine, et la catastrophe en cours dans la bande de Gaza, d'ores et déjà ravagée. Dans les deux cas, des mouvements palestiniens en lutte ouverte contre d'autres factions palestiniennes ont fait passer leurs intérêts partisans avant la cause nationale qu'ils prétendaient défendre. » Voilà, donc déjà sur cette première introduction, attribuer une responsabilité aux dirigeants palestiniens sur la Nakba, avant même de parler de la situation de Gaza actuelle. Voilà, est-ce que vous comprenez cette position? Parce que Jean-Pierre Philu ne précise pas de quoi il parle. Voilà, est-ce que ça vous inspire un commentaire? Oui, Christophe Oberlin. Si je peux commencer, oui. Je dirais que il y a quelque chose qui a de désolant dans cette émission, mais ce n'est pas du tout une critique, vous allez voir pourquoi. C'est que finalement, l'avis des Palestiniens, on ne le demande jamais d'une façon générale. Et un chercheur ou une chercheuse, finalement, n'a pignon sur rue que si elle est d'origine européenne, et c'est assez triste à dire, mais c'est la réalité. Il se trouve que sur cette tribune de Jean-Pierre Philu, il y a une excellente réponse qui a été faite par une excellente chercheuse, une véritable chercheuse, qui s'appelle Mouzna Chiabi,
et qui a repris complètement cette tribune qu'on peut résumer. L'argumentaire de Mouzna Chiabi est un argumentaire de chercheuse et d'historienne, de véritable chercheuse, de véritable historienne, et j'insiste sur ces mots, et elle reprend toute la forfaiture qui consiste à accuser d'une façon générale, pour faire court, la victime du traumatisme dont elle est victime elle-même. Vous voyez, accuser la victime, c'est exactement ce que fait Jean-Pierre Filiu dans cet article très court et qui est rempli d'inexactitudes historiques sur lesquelles il faudra revenir. Oui, d'ailleurs, il est assez peu fait mention. Je ne sais même pas si le mot est utilisé. Il faudrait relire la chronique. En termes de colonisation, voilà. En tous les cas, il y a pas d'insistance là-dessus. Alors, pour poursuivre, et après, je vais donner la parole à François Burgas, il y a un parallèle qui est fait aussi avec le Moufti de Jérusalem. Donc là, c'est la filiation. Il y a une filiation qui est établie entre le Hamas, donc organisation islamiste qui se réclame d'un islam politique, donc une politico-religieuse, et le Moufti de Jérusalem, donc une fonction religieuse islamique. Et donc il y a un parallèle qui est fait avec le nazisme, hein, donc la collaboration du Moufti de Jérusalem. Alors je renvoie à nos auditeurs une chronique qu'on avait faite avec Youssef Boussouma, un décryptage historique sur cette séquence-là. Voilà, mais voilà, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, François Burgas, quand vous avez lu cette chronique, cette entreprise finalement j'allais dire de culpabilisation, de pointer du doigt le Hamas comme le responsable de la situation palestinienne? Alors bien sûr, comme tout le monde, enfin pas comme tout le monde, mais comme beaucoup de gens qui se sentent proches et raisonnablement informés sur cette question, je suis choqué, mais pas tant que ça. Et il y a un mot qui me vient tout de suite à l'esprit lorsque je lis Filiu, que je côtoie, avec qui j'ai pu communiquer, que je ne veux pas considérer comme un ennemi ou un adversaire, mais c'est le nom du dessinateur Plantu du Monde. Pour moi, la posture que va développer Filiu dans cette chronique lamentable, là je n'ai pas peur des mots, c'est au cœur de ce qui fait qu'une majeure partie des élites politiques françaises, à droite bien sûr, mais malheureusement également à gauche, mais malheureusement pas seulement dans le PS, mais jusqu'au PC. On est au cœur de ce dérapage historique d'une majorité des élites politiques françaises qui dérapent sur la question de la relation ou de la légitimité possible de l'appartenance religieuse et de l'action et de l'appartenance politique et de l'action politique. Bon, ça c'est vraiment le problème de la France. Il est encore plus un problème français qu'un problème anglophone. Les anglophones, parce que leur révolution ne s'en est pas prise à l'Église et au roi, mais seulement au roi, et encore dans les limites de ce qu'on connaît, parce qu'ils n'ont pas eu cet épisode où le pouvoir absolu qu'il fallait dépasser était identifié à l'Église, qui était un instrument dans les mains de la monarchie. Ils n'ont pas cette espèce de blocage absolu qui rend illégitime toute présence de l'appartenance religieuse dans le champ politique. Ça, c'est très, très, très français. Alors, ça donne Plantu, c'est-à-dire une sorte d'empathie. On aime bien les Arabes. Bon, si j'étais méchant, je dirais, ils soutiennent les Palestiniens comme la corde soutient le pendu. C'est-à-dire qu'on aime bien les Palestiniens, on aime bien les Arabes, on est prêt à faire preuve d'empathie à l'égard des débordements extrêmes de la politique israélienne à une condition, que l'on ne parle que des Palestiniens qui nous ressemblent un peu, hein, et qui n'ont pas franchi ce Rubicon d'exiger, de faire usage du lexique de leur appartenance religieuse dans le champ politique. Et ça c'est le problème d'une grande partie de la classe politique française, y compris parce que malheureusement la tribune de Filiu, elle est grave, mais bon, ça me fait mal au cœur de le dire, mais elle a été cautionnée sans réserve par quelqu'un d'aussi important dans le champ franco-palestinien qu'Edwy Plenel. Et malheureusement, si on continuait, vous verriez que je pourrais vous citer des tas de noms de personnalités sympathiques de la scène politique française, jusqu'à, bon, malheureusement, ça me fait mal de le dire, mais jusqu'à Villepin, mais qui trébuchent sur cette partie de la problématique, qui les conduit à rendre légitime la demande des Palestiniens, mais illégitime ceux qui l'expriment de façon majoritaire, ceux qui l'expriment de façon légale, ceux qui ont été élus, etc. Et on a ça,
c'est une, bon, je veux pas du tout personnaliser parce que je ne veux pas. C'est une exception française. Mais C'est une exception regardez la française, relation de Benjamin Stora à l'Algérie. C'est la même chose. On accepte la légitimité de la revendication nationale algérienne et on accepte de contredire jusqu'à un certain point l'historiographie officielle avec une limite. Dès lors qu'apparaît un poil de barbe sur le visage des acteurs politiques, il n'y a plus personne. Et moi, je pourrais, bon, je l'ai cité, mais c'est encore une fois, je personnalise pas. Mais je pourrais vous citer les énormes bêtises qu'a écrit Benjamin Stora, notre historien officiel de l'Algérie, sur l'émergence du FIS au début des années 90. Il a tout faux. Eh bien, malheureusement, une grande partie des élites politiques françaises fait une espèce de concession. On va défendre les Palestiniens, mais il faut bien qu'on garde un petit peu en réserve de la légitimité du narratif israélien. Alors on va criminaliser, on va déshumaniser. Et c'est vrai que moi j'ai une grande sympathie à l'égard de la posture de Villepin, sauf quand il parle du Hamas. J'ai une grande sympathie à l'égard, je veux pas les nommer, mais d'amis très proches du mouvement palestinien qui, lorsqu'ils abordent la question du Hamas, se mettent à dire des bêtises, d'accord ? Alors je voudrais, pardon de François Burgat, alors et puis je voudrais la réaction aussi de Christophe Oberlin à ce que vous venez de dire. Donc facteur culturel, anticléricalisme, voilà, vision française très très rétive aux faits religieux, en particulier quand il devient politique. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi autre chose, c'est que finalement le Hamas est l'une et c'est pas la seule organisation, il y a beaucoup d'organisations palestiniennes qui qui sont armées, donc qui ont fait le choix et qui se sont engagées dans une résistance armée à l'occupation israélienne, et que ce n'est plus le cas. C'est plus tout à fait le cas, enfin c'est plus le cas du Fatah depuis Oslo, donc il y a eu le choix on abandonne la lutte armée et on va dans une négociation politique, qui a échoué, voilà, malheureusement. Est-ce que c'est pas aussi pour ça, est-ce que c'est pas ça qui justifie, enfin qui explique plutôt la diabolisation du Hamas aujourd'hui comme organisation à la fois politique et militaire, du fait qu'elle n'a pas renoncé aux armes. Christophe Oberlin. Alors, écoutez, je suis tout à fait d'accord avec le développement général que vient de faire François Burgat, mais nous sommes aujourd'hui pour discuter d'une tribune qui a été écrite par une personne précise, qui est Jean-Pierre Filiu, et je dirais que c'est beaucoup plus grave que de décrire le français moyen ou le politicien moyen, car c'est quelqu'un qui a des charges d'enseignement au niveau de l'Institut d'études politiques de Paris, et ce n'est pas rien. C'est quelqu'un qui a l'oreille du gouvernement actuel, et ce n'est pas rien. C'est quelqu'un qui relaie les positions du président de la République, et ce n'est pas rien. Et je voudrais simplement revenir sur quelque chose de très récent concernant Jean-Pierre Filiu. C'est la publication d'un livre, après avoir passé un mois, nous dit-il, à Gaza. Eh bien, c'est cette publication d'un livre avec une véritable déferlante médiatique, et notamment, par exemple, les 3 premières minutes de son interview à France Inter en direct le matin, Léa Salamé, avec 3 énormes mensonges en moins de 3 minutes. Donc là, il s'agit d'un véritable problème parce que dans l'enseignement, comme en médecine, comme chez les journalistes d'ailleurs, les consommateurs devraient avoir un certain degré d'éthique personnelle, d'éthique de comportement professionnel. Et quand Jean-Pierre Filiu, par exemple, et ça m'a fait sauter au plafond, vous allez comprendre pourquoi, débarque à France Inter en direct et disant « Je suis le seul au monde à avoir écrit un livre sur l'histoire de Gaza ». Je dis bien « Je suis le seul au monde ». Quand bien même ça serait exact, ce ne sont pas des choses que quelqu'un, à moins d'avoir un énorme ego, puisse dire. Il n'est pas le seul au monde. Et en plus, ce qu'il dit est faux, puisqu'il y a un journaliste anglais qui a écrit une histoire de la bande de Gaza. Je connais très bien ce texte, puisque je l'ai traduit en français. Vous voyez, Gaza au carrefour de l'histoire, ça a été écrit au moins 10 ans avant le livre de Filiu. Je ne dis pas que le livre de Filiu n'est pas bon, mais prétendre être le seul au monde est une curieuse façon de se présenter. Il se présente ensuite comme professeur des universités à Sciences Po. Alors, je voudrais quand même rappeler que le corps des professeurs d'université, ça n'a rien à voir. Il y a des règles. Le fait d'avoir passé une HDR, bien entendu, je dirais pas que n'importe qui peut passer une HDR, mais ça n'est absolument pas quelque chose qui donne le droit au titre de professeur des universités.
le professeur d'université, c'est d'abord une université qui décide de débloquer financièrement un poste de professeur des universités, et ensuite le ou les candidats, généralement il y a plusieurs candidats, passent devant le Conseil national des universités dans une discipline précise. Alors ça, je ne pense pas, je suis même sûr que ce n'a pas été le cursus de Jean-Pierre Philu. Ce que je peux dire quand même, c'est que évidemment, il y a eu des gens par le passé qui ont essayé d'avoir le titre de professeur, et il y a eu des titres de professeurs qui ont été créés, le titre de professeur associé, par exemple, qui existe toujours, et qui était d'ailleurs initialement réservé à des professeurs d'université étrangers qui étaient en bisbille avec leur gouvernement ou leur régime et qui trouvaient refuge en France. Et sur simple décision du voisin et d'une équipe resserrée, on pouvait décerner le titre de professeur associé pour une durée limitée, d'ailleurs, pour une durée de 3 ans, sans être fonctionnaire de l'État, comme sont les professeurs d'université, et sans passer par le cursus des professeurs d'université. Alors, pour raccourcir, je dirais que, bien entendu, certains ont essayé de bénéficier de passerelles. Le plus connu d'entre eux, c'est Bernard Kouchner. Bernard Kouchner a essayé de se faire créer une chaire de médecine humanitaire dans une université. Alors, on lui a dit déjà, premièrement, les chaires ont été supprimées depuis 1968, et puis on lui a dit, vous n'avez aucun des éléments pour devenir un professeur d'université, ni titres et travaux. Et donc, il s'est rabattu sur un titre de professeur au Conservatoire national pour revenir sur Jean-Pierre Philu, oui, Christophe Oberlin. Donc vous dites c'est un titre usurpé? C'est un titre usurpé, c'est ça que vous dites? Ce que je dis, c'est que le problème de Jean-Pierre Philu, il y en a plusieurs. Le premier, c'est un ego absolument surdimensionné. Et la deuxième, c'est que son parcours est un parcours de diplomate attaché d'ambassade, ce qui est tout à fait honorable. Et il est enseignant à Sciences Po, il est professeur à Sciences Po, puisque le titre de professeur tout court n'est pas protégé. On peut être professeur dans un institut de beauté. Bertrand Badi est professeur à Sciences Po, il n'éprouve pas le besoin de se raccrocher à un titre qu'il n'aurait pas d'ailleurs. On juge les gens sur ce qu'ils publient. Et quant au titre des travaux de Jean-Pierre Philu, il a écrit des livres. Il a écrit beaucoup de livres. Et pour écrire beaucoup de livres, il faut avoir un éditeur et c'est tout. Mais ces publications scientifiques, c'est-à-dire soumises à des revues à comité de lecture, sont extrêmement pauvres. Donc, il y a un appétit de grandeur chez ce personnage qui, du fait de sa position proche du gouvernement et à l'intérieur de l'Institut d'études politiques, fait qu'il y a véritablement il y a une anomalie quelque part. Il y a des lobbyistes à Sciences Po, mais rappelons-nous quand même que les étudiants de Sciences Po ont fait des mouvements extrêmement longs, à l'instar de ce qui s'est passé aux États-Unis, remarquables. Et les alors, on y reviendra peut-être. Excuse-moi, Christophe Oberlin. Voilà, juste présent. D'accord. Juste une réaction peut-être juste rapide si vous le souhaitez, hein, François Burga, mais sur cet aspect, est-ce que le titre de professeur des universités est donc usurpé, comme le dit Christophe Oberlin? Est-ce que Jean-Pierre Philu, tout en étant professeur à Sciences Po, tout en ayant une carrière de diplomate, n'a pas néanmoins le statut d'historien aussi? Il est présenté comme historien parfois, enfin historien pas sur mai 68, hein, mais historien sur le monde arabe, sur la Palestine. Est-ce que vous rejoignez cette critique? Et après on poursuivra sur la chronique. Je n'ai pas dit que le titre était usurpé. J'ai dit simplement qu'il n'est pas passé par le processus des professeurs d'université. Oui. Et alors, qu'est-ce que ça change? Alors, est-ce que du coup, son statut est valide ou pas? C'est un petit peu comme les conseillers d'État nommés au tour extérieur. Vous voyez, voilà. Écoutez, moi, je considère qu'il y a tellement de choses à dire à propos qui démontrent la fragilité du témoignage de Jean-Pierre Philu que je me hasarderai pas sur ce terrain de son titre. Si vous insistez et vous me dites en quoi je limite la légitimité de Jean-Pierre Philu, ce qui m'agace un petit peu, c'est quand il se dit arabophone, d'accord? Et pour moi, il appartient à cette catégorie des arabophones qui s'expriment très bien en arabe à une seule condition, c'est qu'il n'y ait pas un autre arabophone dans la salle. Hein, alors ils peuvent dire djihad, raïs, mais j'ai eu la curiosité parce qu'on m'a posé la question. On m'a dit mais c'est un vrai arabophone. Alors j'ai demandé à ChatGPT, existe-t-il une trace
d'une prise de parole de Jean-Pierre Filiu en langue arabe et de ChatGPT, qui n'est pas Dieu le Père, hein, mais enfin qui a une certaine crédibilité. Il m'a dit non, à ma connaissance, il n'existe aucune trace d'une prise de parole de ce soi-disant arabophone. Alors là, oui, moi, je mettrais l'aiguillon. Le titre de professeur, je m'en fiche, mais ou aussi, j'irais, puisqu'on l'a survolé, c'est la fragilité de la rhétorique sur le Moufti et la rencontre avec Hitler en 1941. Cette thèse a été réfutée par les plus grands historiens israéliens, encore une fois, bien sûr les Palestiniens, mais les Israéliens, mais on peut la réfuter par des données factuelles. Imaginez que si toutes les populations dont un segment des élites avait collaboré avec les nazis étaient disqualifiées définitivement sur la scène internationale, comme il entend le faire des forces de la résistance palestinienne, qu'en resterait-il de nous autres pauvres Français et de notre régime de Vichy, d'accord? Une chose qu'on dit pas, c'est que le Moufti de Jérusalem n'était pas un leader d'opinion extrêmement important. Il n'était pas très représentatif de l'opinion palestinienne. Et ce qu'on oublie complètement de dire, c'est que on oublie pas complètement de dire que si le Moufti de Jérusalem se rapproche des Allemands, c'est parce que les Allemands sont en lutte contre les Anglais qui sont les occupants de la Palestine. Enfin, faut quand même pas oublier. C'est dans un contexte décolonial, quoi. Mais on oublie, par exemple, de dire que pendant que le Moufti flirtait avec Hitler, ce qui est totalement condamnable, bien sûr, il y avait, me dit-on, 9000 Palestiniens qui combattaient dans les troupes anglaises contre les Allemands. Et alors ceux-là, ils n'ont absolument aucune valeur historique. Vous voyez, alors cette première partie de l'affirmation de Filiu, quel que soit son titre universitaire, est d'une exceptionnelle fragilité. Mais si vous voulez bien me laisser le temps, c'est quand même sur la criminalisation émotionnelle, irrationnelle et très peu documentée du Hamas que moi j'ai envie de me concentrer, parce que c'est ça. Ah bah, je vais vous donner la parole là-dessus. Je vais lire le passage de la chronique de Jean-Pierre Filiu justement sur cette criminalisation du Hamas. Donc Jean-Pierre Filiu explique finalement que les Israéliens auraient favorisé à partir de 67 donc l'installation d'islamistes dans la bande de Gaza. Hein, ce sont ces termes. Hein. C'est même islamistes écrit-il bascule d'un extrême à l'autre en 1987 et fonde le Hamas ou à la destruction d'Israël. Alors que l'OLP s'engage à reconnaître Israël. Donc ça, c'est un des chapitres de cette chronique. Et ensuite, nous arrivons à l'acmé finalement de cette accusation contre le Hamas, qui est le 7 octobre. Jean-Pierre Filiu écrit le Hamas inflige à Israël le 7 octobre 2023 la journée la plus sanglante de son histoire. Les islamistes espèrent par ces massacres supplanter l'OLP pacifiste au sein du nationalisme palestinien. Ils sont conscients que les représailles israéliennes seront terribles et ils s'y sont préparés en protégeant leur appareil, mais sans égard pour la population laissée sans défense. C'est pourquoi, et je terminerai là, c'est pourquoi l'offensive israélienne vire très rapidement à la destruction de Gaza plutôt que du Hamas, qui profite, donc le Hamas, qui profite même de la liquidation dans la société palestinienne des contre-pouvoirs universitaires, culturels et associatifs à la mainmise islamiste. Fin de citation. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire, François Burgat, donc pour que vous poursuiviez sur votre... Et ensuite, je donnerai la parole à Christophe Oberlin. Donc sur cette... finalement, le Hamas se ficherait totalement du sort de la population palestinienne et se réjouirait même de la liquidation de centres culturels qui seraient perçus comme des formes d'opposition interne. Pour reprendre de la distance et dire que la criminalisation du leadership de votre adversaire, c'est la plus vieille recette de la domination coloniale. Hein. Le FLN, c'était des terroristes. La rhétorique est d'un simplisme. Reprenons aussi les choses par le commencement. La résistance palestinienne n'a jamais eu besoin du lexique islamique, d'utiliser le lexique islamique pour être criminalisée. Elle était de toute façon criminalisée. Posez-vous la question, est-ce que vous avez entendu comment M. Rotaillot parle de Georges Ibrahim Abdallah? Il dit tout sauf Georges. Pourquoi? Parce qu'il veut nourrir la criminalisation à l'idéologique d'un adversaire en le faisant appartenir à un bloc, à une composante du monde qui est réputée nous être hostile. Il n'est plus chrétien, Georges Ibrahim Abdallah. Hein. La résistance palestinienne a été criminalisée bien avant le Hamas dans le regard international et dans le regard, malheureusement, de la tribu Filiu ou Plantu, d'accord. Lorsque
lorsque surviennent les événements du 11 septembre 2011, Hamas n'a aucun rôle. 2001, Hamas n'existe pas encore. Que nous dit Sharon? Quelle est la rhétorique que Sharon tente de vendre au monde? Il dit, vous avez Ben Laden, nous avons qui? Le Hamas? Non, nous avons Yasser Arafat. D'accord? Donc la criminalisation à l'idéologique en essayant d'assimiler le résistant à la frange extrême des mouvements qui traversent le monde musulman, c'est vieux comme Israël, c'est vieux comme la propagande israélienne. Et c'est quand même un petit peu dommage de voir les hauteurs de l'appareil académique gober ça, descendre dans le caniveau de cette rhétorique-là et la gober et la promouvoir. Et encore une fois, oui, je rejoins, je suis content que ce soit Christophe qui soit chargé de personnaliser un peu les méchancetés, mais je suis content qu'il les ait dit, j'y souscris. Mais on est obligé de constater que ce qu'il y a de grave, c'est que il n'y a pas que Filiu qui descend dans ce caniveau-là, il y a des grandes figures de la scène intellectuelle, et encore une fois, c'est très 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 triste de voir qu'Edwy Plenel est capable de gober ça tout rond, sans autre distance critique. Mais on pourrait proposer d'ailleurs un échange à Edwy Plenel, hein, nous le ferons certainement au sein de la rédaction, sur cette question du Hamas, de la prise de... Voilà. Donc, Christophe Oberlin sur donc cette criminalisation du Hamas, sur le passage que je disais précédemment. Il y a eu beaucoup de questions dans votre question, et puis il y a des réflexions aussi sur la présentation de François Burgat. Je crois qu'il faut revenir sur cette notion qui est un véritable poncif, qui consiste à dire que le Hamas a été aidé dans sa création, voire même a été créé par Israël. D'abord, le Hamas est issu d'un autre mouvement qui s'appelle la Moujama Islamiyya et qui remonte à 1973, c'est-à-dire 20 ans avant la création du Hamas, 1987. Autre fait, en 1973, il faut bien se souvenir que la bande de Gaza était occupée et administrée par Israël depuis 1967. C'est-à-dire que c'est pas comme la Cisjordanie où toute une série de choses ont été dévolues à l'autorité palestinienne. C'est-à-dire que pour construire un mur, pour créer une association, pour ouvrir un dispensaire médical, il fallait expressément l'autorisation de l'administration israélienne dans la bande de Gaza. Et pour avoir interrogé une trentaine de témoins de cette époque-là, je peux vous dire que ce n'a pas été facile. Tout ce qui a été construit a subi un véritable harcèlement de la part de l'administration israélienne, allant jusqu'à donner une autorisation et puis la retirant, allant jusqu'à arrêter, par exemple, les médecins qui travaillaient dans un dispensaire dans la bande de Gaza. Ça a été toute une affaire. Autrement dit, le Hamas n'a pas été créé par Israël, c'est vraiment une contre-vérité absolue. Et même, comme l'a rappelé François Burgat pour un autre sujet tout à l'heure, même les chercheurs israéliens sont revenus complètement sur cette idée et l'ont prouvé. Il faut s'imaginer quand même, se rappeler quand même que nous vivons en ce moment un génocide, que entre ce matin et ce soir, 50 Palestiniens de Gaza, la moitié d'enfants seront tués. Donc c'est ça le contexte. C'est pour ça je n'ai pas la tolérance qu'a François Burgat pour Monsieur Filiu, parce que Monsieur Filiu est en train de nous servir d'une certaine façon la propagande de Monsieur Netanyahou, et sans aller aussi loin, je dirais qu'il nous sert exactement ce que, disons qu'il n'est pas la voix, mais pratiquement la voix de Monsieur Macron. Pour vous rappeler une anecdote, lorsque je suis revenu de Gaza, j'y suis allé une fois depuis le 7 octobre, c'était au mois d'avril 2024, donc c'était 6 mois après le 7 octobre, et quand je suis revenu, un de mes amis m'a dit « Écoute, j'ai obtenu un rendez-vous à l'Élysée ». Je me dis « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Effectivement, il avait un rendez-vous avec Anne-Claire Legendre, qui est une dame très très bien, bardée de diplômes, ambassadrice, chargée du Proche-Orient comme conseillère directement auprès du président. Et j'ai eu la surprise de constater qu'au cours d'une heure et demie de notre entretien, eh bien, Madame Legendre ne présentait aucun des éléments que l'on aurait été en droit d'entendre de la part d'une conseillère,
mais s'est contenté de répéter sur tous les tons, eh bien, la position de Monsieur Macron. Et je me suis trouvé dans cette situation tout à fait ahurissante où j'étais obligé d'expliquer à mon ami qui m'avait amené dans cette situation en quoi ce qui était dit était faux, était tout simplement inexact. Pour vous résumer en une phrase simplement cet entretien d'1 heure et demie, à la fin, Madame Legendre nous a expliqué que la France travaillait très durement à l'élaboration d'une résolution du Conseil de sécurité qui serait acceptée à la fois par les Israéliens et par les Américains. Je dis bien par les Israéliens et par les Américains. C'est-à-dire qu'une fois de plus, les Palestiniens étaient complètement exclus, comme s'il s'agissait d'une espèce de bantoustan peuplé de gens complètement analphabètes. C'était tout à fait curieux. Et je dirais, je viens revenir sur les lobbyistes. Il y a un autre lobbyiste à Sciences Po, alors lui qui est dans la version très grossière, vous voyez, c'est un peu le Chalgoumi de Sciences Po, hein, c'est Monsieur Frédéric Ancel, vous voyez. Monsieur Frédéric Ancel s'est permis de faire l'amalgame sur tous les plateaux, parce qu'il va sur tous les plateaux à condition de ne pas avoir de contradicteurs ou de contradictrices. Eh bien, il s'est permis de faire l'amalgame entre Daesh et le Hamas. Alors, je vous rappelais quand même en 3 phrases que tout le monde peut comprendre que Daesh, eh ben, c'était un mouvement qui a porté la violence au niveau international, y compris en France, et ça personne ne peut le contester. C'est un mouvement qui se fiche complètement du droit international. Et Netanyahou a reconnu avoir Netanyahou, il fait une déclaration publique, hein, a reconnu avoir comment dire favorisé ou soutenu cette organisation-là, y compris. Oui, là, attendez, laissez-moi finir parce que là. Je parle pas du Hamas, hein, je parle de Daesh. Hein. J'ai apporté un autre sujet. Or, lorsque Monsieur Ancel dit ça, il faut quand même se rappeler que ça a été, et c'est peut-être encore, je ne sais pas, la position du président de la République. Monsieur Macron, eh bien, a déclaré de manière très officielle à Monsieur Trump et au monde entier, il faut réaliser une coalition internationale contre le Hamas, comme la coalition contre Daesh. Donc, vous voyez que ces 2 personnages à Sciences Po sont dans une position d'influence qui est extrêmement inquiétante au moment où un génocide est en cours. Oui. Alors, François Burgat, oui, vous voulez réagir? Cette vieille légende à laquelle moi je me prends depuis toujours, que ce sont les Israéliens qui ont fabriqué Hamas et aussi les pouvoirs autoritaires arabes qui ont fabriqué les courants islamistes, parce que ça va de pair. Ça va de pair. Ça, c'est une ineptie analytique totale. C'est-à-dire, je prends un exemple pour le signifier. On dit aussi, Al-Qaïda a été fabriqué par les États-Unis. Ah, bon, je veux bien. Oui, il y a eu une convergence entre les mouvements qui résistaient à la présence soviétique en Afghanistan et les Américains qui faisaient de même. Oui, il y a eu une convergence, il y a eu un parallèle. Mais s'ils avaient créé Al-Qaïda, pourquoi n'entend-ils pas garder le contrôle? Pourquoi cela leur a-t-il échappé complètement des mains? Ils n'ont pas créé, ils ont essayé d'instrumentaliser des convergences extrêmement ponctuelles dans l'antisoviétisme arabe et américain, c'est tout. Eh bien, c'est la même chose pour les régimes arabes. Quand on nous dit c'est Bourguiba qui a fabriqué le mouvement islamiste pour se débarrasser de la gauche, et Sadat, et cette chanson-là nous est chantée absolument partout. C'est complètement, c'est une explication qui a une portée extrêmement faible. Oui, il y a eu fugitivement une convergence d'intérêts entre ceux qui voulaient affaiblir les mouvements de gauche et ceux qui n'étaient pas à gauche voulaient également affaiblir ces mouvements de gauche. Mais c'est tout. Et en tirer les conclusions que Hamas a été fabriqué par Netanyahou, c'est d'une infinie bêtise. C'est parfaitement infantile. Alors, dernier point de la chronique, et ensuite on va poursuivre cet échange. Je voudrais revenir parce qu'il y a un sujet que vous avez abordé, que vous avez mentionné, et on n'y a pas encore répondu. Oui. C'est la question de qui serait celle d'une lutte intra-palestinienne entre différents partis qui n'auraient qu'une idée, c'est de voir tuer l'autre. Bon, je rappellerai quand même que d'abord, le Hamas, c'est un parti qui a accepté une partie des accords d'Oslo. Il a refusé globalement un certain nombre de choses, le processus, mais il a accepté tout à fait complètement, sans restriction, la constitution ou les lois constitutionnelles issues des accords d'Oslo. C'est-à-dire la notion d'élection libre, la notion
d'opposition. Il s'est même longuement posé la question lorsqu'ils étaient déportés à Margezour, devons-nous participer dans un gouvernement où nous serions minoritaires? Et la réponse a été oui. Le Hamas, par ailleurs, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, dans les bases fondamentales de sa politique étrangère, élaborée là aussi en 1992, eh bien, a dit nous n'effectuerons jamais une lutte armée en dehors du territoire de la Palestine. Et rappelez-vous quand même que les autres partis n'ont pas été aussi sérieux dans leur positionnement primitif. Alors, je rappellerai qu'ils sont allés aux élections en 2006, tout le monde le sait, mais ce qu'on ne dit pas et ce que ne dit pas Jean-Pierre Filius... Qu'ils ont remporté, hein, qu'ils ont gagné les élections. Ils ont remporté, ce que ne dit pas Jean-Pierre Filius... Et que ça n'a pas été reconnu par la communauté, enfin la communauté, j'allais dire la communauté nationale, c'est-à-dire l'Europe. Là, c'est bénin par rapport à la gravité du reste. Il parle de prise du pouvoir de Hamas en 2007 ou en 2006. Bon, ils ont remporté les élections et surtout, ils ont constitué immédiatement un gouvernement d'union nationale qui a été refusé par la partie israélienne et la partie américaine. C'était un gouvernement qui incluait toutes les factions. Et il y a eu 3 épisodes depuis 2006 où il y a eu un deuxième épisode avec un nouveau gouvernement d'union nationale qui se profilait en 2014. Et à chaque fois qu'un gouvernement d'union nationale s'est profilé, l'offensive israélienne a suivi. Et enfin, en 2021, des élections présidentielles et parlementaires étaient prévues et ont été annulées par M. Mahmoud Abbas. Autrement dit, dire que le Hamas veut travailler seul, c'est totalement faux. Et je rappellerai d'ailleurs qu'il y a, et je le montre bien d'ailleurs dans mon livre sur le Cheikh Yassine, qu'il y a une véritable convergence avec une fraction marxiste des mouvements palestiniens et qui consiste à s'associer sur les objectifs sociétaux. Et jusqu'aujourd'hui, il y a, rappelons quand même que le FPLP n'a pas signé les accords d'Oslo, les a condamnés. Je peux témoigner de la bonne entente qui existe au niveau de Gaza entre les dirigeants du Hamas et les dirigeants du FPLP, et également les chrétiens d'ailleurs, ce qui ne fait pas du Hamas un mouvement théocratique, comme certains le répètent. Ce n'est pas un mouvement théocratique. Et d'ailleurs, parmi les électeurs du Hamas, il y a de très nombreux électeurs, d'ailleurs, qui n'ont pas du tout la vision religieuse du Hamas, mais qui votent Hamas tout simplement parce que c'est le parti un parti de libération nationale qui lutte pour la libération des Palestiniens. Donc le Hamas est très bien perçu, je rebondis là-dessus, par la population. Enfin, comment? C'est la question que j'allais vous poser. Comment les Palestiniens globalement perçoivent le Hamas et quel rapport? Voilà. La question n'est pas celle de la perception. La question est celle des quelles relations ils entretiennent. La question, c'est celle des élections. Voilà 18 ans que tous les partis palestiniens, sauf l'autorité palestinienne, qui n'est pas un parti, mais qui est muselé, eh bien, tous les partis palestiniens, y compris les Fatah de Gaza que je connais, eh bien, tous les partis palestiniens réclament des élections, dont la réponse, c'est ça, des élections. Et ce qui nous pend au nez avec les déclarations incendiaires de M. Filius, celles, je dirais, ignorantes de M. Macron, et même celles de celui dont tu as fait l'éloge tout à l'heure, je suis catastrophé de voir qu'il n'a pas changé depuis 2 ans, celle de vouloir exclure un parti politique des élections. D'abord, c'est immoral. Il y a 3 I. C'est immoral, c'est illégal et c'est irrationnel. Irrationnel parce que le résultat, la paix, les élections, ça vient de la justice. À partir du moment où on va essayer de truander des élections en excluant, d'abord, c'est qui le Hamas? On ne prend pas sa carte du Hamas. C'est un vote, c'est une idéologie. Je ne dis pas qu'ils sont majoritaires aujourd'hui, j'en sais rien, mais ce que je dis en tout cas, c'est que les exclure serait une erreur fondamentale qui ne fera que pérenner, si vous voulez, les massacres en cours. Alors François Burgat, oui, alors je vous pose d'abord la question et après vous pourrez réagir. Voilà. Alors vous, quel est votre regard politique et géopolitique sur le Hamas, François Burgat, vous qui avez travaillé de longues années sur les organisations islamistes ou islamo-nationalistes, hein, parce qu'elles se définissent elles-mêmes comme faisant partie du mouvement national qui est le leur, hein, c'est-à-dire donc d'un islam politique. Voilà. Quel regard politique, géopolitique vous portez sur le Hamas? Et puis vous pourrez aussi réagir sur ce que vient de dire Christophe Aubert. Je banalise. Le Hamas
est l'illustration d'une dynamique qui a traversé toutes les sociétés de la région, qui a vu le lexique de la religion musulmane prendre une capacité de mobilisation supérieure à celui qui avait été hérité des oppositions influencées par les Occidentaux de gauche. C'est d'une banalité absolue. Il y a une originalité en Palestine, c'est que le Hamas, il a du retard sur l'histoire des mouvements islamistes. Le leadership palestinien devient islamiste en retard. Pourquoi? Ça, je me suis efforcé de l'analyser. Parce que l'État palestinien, qui est un acteur qui n'est pas encore reconnu sur la scène internationale, est lui-même encore gardien des intérêts nationalistes de la société de façon suffisamment évidente pour rester crédible. Le désaveu de l'État post-indépendance qui a lieu à toute vitesse en Algérie, en Tunisie, a lieu beaucoup moins vite en Palestine. Mais le Hamas, il apparaît comme n'importe quel acteur du courant islamiste qui va nourrir cette majorité, parce que j'insiste, à l'heure où nous parlons, il est très vraisemblable que sous une forme ou sous une autre, les courants politiques qui dans cette région du monde emploient les ressources de l'appartenance religieuse sont majoritaires, donc il est venu nourrir un courant majoritaire. Et ce que je voulais dire après ce qu'a dit Christophe, c'est redire tout ce qu'a dit Christophe, parce que ce qu'il a dit là est absolument essentiel. Le Hamas a essayé absolument toutes les postures politiques possibles et imaginables avant de passer à cette action dont on peut discuter l'opportunité, qui était quoi? De prendre des otages. De prendre des otages parce qu'il a été démontré que le seul instrument politique efficace dans cette conjoncture, c'était les échanges de prisonniers. D'accord? Alors, c'est pas moi qui vais dire est-ce qu'ils ont eu raison. C'est pas moi qui vais vous dire si les Palestiniens les aiment bien. Ce que je vais vous dire, c'est que c'est pas à vous, ni à moi, ni à monsieur Macron, ni à monsieur Retailleau de dire quelles sont les relations du Hamas avec les Palestiniens ou des Palestiniens avec le Hamas. C'est aux Palestiniens de décider demain. Il se peut fort bien, ça serait normal qu'ils aient un mouvement d'humeur anti-Hamas. Mais rien n'est prouvé dans ce domaine-là. Il est donc extrêmement dangereux de considérer que Macky, bon, moi j'ai employé cette expression, alors vous allez me dire, je vais me faire des amis, mais on n'a pas demandé au général de Gaulle de rendre le pouvoir à Pétain comme condition de l'arrêt des bombardements nazis. Or, on est dans une situation aussi aberrante que cela. On demande à celui qui a résisté d'être considéré comme vaincu pour pouvoir bénéficier de la générosité du vainqueur. Ça, c'est absolument inadmissible. Et puis, je vais vous donner un petit scoop quand même. Quand je parle du Hamas, moi, je suis un petit peu comme Christophe Oberlin. Ne le répétez à personne, mais il y a quelques semaines, j'étais en présence du bureau politique du Hamas à Doha pour échanger sur ces sujets-là et pour me faire une idée autre que celle qui est colportée par ceux qui parlent de... Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce que ce bureau, qu'est-ce que les membres du bureau, est-ce que vous pouvez partager avec nous une anecdote ou un élément de discours ou d'analyse pour que nos auditeurs en prennent connaissance? Je me suis notamment entretenu avec l'ancien ministre de la Santé, que connaît bien, c'est décidément un personnage très louche, l'autre participant de cette réunion, l'ancien ministre de la Santé, qui est celui qui a rédigé le communiqué qui m'a valu d'être en garde à vue. C'est-à-dire le communiqué qui démentait la responsabilité du Hamas dans les violences sexuelles. François Burga a dit louche de manière ironique. Oui, et encore. Bon, mais nous avons tous deux de mauvaises fréquentations parce qu'on en est là. Maintenant, si vous donnez la peine d'écouter la voix de celui qu'il est à la mode de criminaliser, eh bien, vous tombez. Je ne veux pas personnaliser parce que moi, j'ai eu un jugement d'exception, j'ai été relaxé, mais des dizaines de compatriotes qui n'ont pas le privilège de s'appeler François, mais s'appellent Mohamed ou Fatiha, sont ostracisés de façon très violente. On bloque les comptes actuellement voilà. Ouais, donc, j'ai des avoirs. Donc, oui, pour moi, Alors, le bureau du Hamas, qu'est-ce que vous a dit? Est-ce qu'il y a une anecdote que vous pouvez partager avec nous? La petite confirmation que j'ai reportée, c'était l'arrêt total des relations avec la Syrie. Parce que mais ne me demandez pas d'en parler maintenant, mais disons la posture de la Syrie dans le champ de la relation avec l'État hébreu, fait un peu mystère. Il y en a qui voudraient que Shara,
soit une création du Mossad. Et non, moi je ne mange pas de ce pain-là. Il faut peut-être rappeler que les Israéliens ont très récemment bombardé le ministère de la Défense de leur joyeux partenaire. Donc, oui, l'une des choses. Il y a eu des rencontres quand même. Il y a eu une rencontre avec un officiel israélien dans une ex-république. Voilà. Ouais. Non, ce que je veux dire, il y a quand même un canal diplomatique entre la Syrie et Israël. Shara avait suspendu toute forme de relation avec le Hamas à l'heure actuelle. Mais bon, il y avait d'autres choses. Mais moi, j'étais intéressé par ce contexte de la négation des crimes promu par le New York Times. Hein, c'est le New York Times qui avait inventé. Et maintenant, on a deux sources israéliennes, la preuve absolue que j'avais raison de dire qu'on pouvait s'interroger sur cette soi-disant culpabilité du Hamas dans les crimes sexuels systématiques qui auraient été commis le 7 octobre. Christophe Oberlin, j'ai une question à vous poser très importante. Et vous pourrez... Alors, là, j'ai 3 déjà réponses. Alors, attendez, c'est une question très importante. Je pense qu'elle est au top de la hiérarchie. C'est est-ce qu'on peut encore parler de ce sujet dont nous sommes en train de parler, hein, nous efforçons d'apporter un éclaircissement, ce sujet qui est la question de la Palestine, qui est la question du Hamas notamment, sans tomber sous le coup de la loi. Puisque voilà, donc il s'est passé un certain nombre de choses. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments, quelques repères juridiques et d'éléments de langage là-dessus? Il y a 4 questions successives. Je vais essayer de répondre brièvement. Pour la première, par exemple, pour savoir ce que les dirigeants du Hamas est dans la tête, c'est extrêmement facile. Il suffit de leur téléphoner. Je veux dire, je suis effaré que pour l'instant les journalistes occidentaux, ne nous servent pas dans la grande télévision nationale, le point de vue du Hamas, ou même en tout cas un point de vue avec une contradiction. Moi, je demande que M. Barrot fasse un débat avec, par exemple, n'importe quel dirigeant qui est actuellement à Doha ou à Istanbul. Donc, ce refus du dialogue, il est basé sur quelque chose qui est véritablement une balle dans le pied, mais aussi quelque chose d'assez pervers, c'est-à-dire l'inscription du Hamas sur la liste des organisations terroristes européennes, c'est-à-dire un copier-coller de la liste anglaise qui elle-même est tirée de la liste américaine. C'est-à-dire que par ce biais-là, on se défend d'avoir le moindre contact. Et pourquoi on cherche à ne pas avoir de contact? Tout simplement parce qu'on sait très bien que dans un débat honnête, à égalité du temps de parole, Monsieur Macron se ferait enfoncer complètement par les dirigeants du Hamas, du fait ne serait-ce que de l'illégalité d'un certain nombre de choses qu'il a dites, même qu'il a mises en route. Donc la réponse à cette criminalisation de ceux qui soutiennent le Hamas, il faut l'avoir avec M. Retailleau et avoir surtout un discours contradictoire, pas quelque chose où on arrive en milieu conquis et où on sort des choses totalement inexactes sans la moindre contrepartie, la moindre contradiction. Le deuxième chose, c'était la question du droit. Ça, c'est une question extrêmement importante. Et j'ai oublié tout à l'heure, d'ailleurs, dans cette fallacieuse comparaison avec Daesh, c'est que Daesh se fiche du droit international, s'en est fichu et il l'a prouvé. Par contre, le Hamas est depuis des dizaines d'années, depuis en gros, très officiellement, c'est 2009. Le Hamas, par l'intermédiaire de ses avocats, notamment le très grand avocat Gilles Devers, malheureusement disparu, Dieu ait son âme, ont porté au niveau de la Cour pénale internationale quantité de dossiers qui avaient été élaborés dans les normes juridiques absolument parfaites par exemple, la cellule de recueil de preuves de Gaza, qui est une cellule de recueil de preuves composée de spécialistes qui a été entièrement mise au point, organisée par le ministère de l'Intérieur à Gaza. Ce sont ces gens-là qui ont permis que, par exemple, des milliers de plaintes parviennent à la Cour pénale internationale dans la bonne forme, les formes juridiques, puisqu'on sait que la Cour pénale n'a pas de possibilité d'enquête ou très peu. Donc, il faut importer des dossiers qui soient complètement ficelés. Et c'est notamment, et ça a été dit par la procureure de la Cour pénale internationale, j'ai reçu une masse énorme de documentation qui font qu'aujourd'hui, j'ouvre une enquête approfondie sur la question Israël-Palestine. Et quand je dis que le Hamas respecte le droit international, il le prouve justement en saisissant
la Cour pénale internationale, en saisissant directement, je peux vous montrer des documents où les dirigeants du Hamas, actuels ou récemment assassinés, eh bien, font la demande par l'intermédiaire de leurs avocats, de leurs avocats, il y en a plusieurs, et bien d'une action de la Cour pénale internationale. Alors, le fait que ce mouvement soit directement pour l'application du droit international ne veut pas dire que dans un conflit armé, tout est permis. Ça ne veut certainement pas dire qu'une prise d'otage est autorisée. Au contraire, les prises d'otages, ça fait partie des très nombreux crimes qui sont listés au niveau du statut de Rome par la Cour pénale internationale. Mais ils disent globalement, nous on est prêts à prendre le risque. Et même il y a Sinoir qui a été décrit d'une façon lamentable comme une espèce de fou furieux. Eh bien même Yassine Ouar l'a dit, nous sommes conscients en allant à la Cour pénale internationale que nous prenons des risques. Mais la Cour pénale internationale, c'est quoi? Ce sont des juges, c'est pas des politiques. Et en général, les juges ont des idées saines et ils ne jugent pas à la même aune l'agresseur et l'agressé. Et il y a même dans le statut de la Cour pénale nationale, c'est l'article 31, il y a même des motifs d'exonération. Je dis pas des motifs d'immunité. L'immunité est un mot qui n'existe pas dans le statut de Rome. Exonération, et en particulier... Vous faites référence à Macron, vous faites référence à la position française. Absolument, qui est totalement illégale. Voilà. Contraire au droit. Sur la non-arrestation de Netanyahou. J'allais venir, voilà. Donc, ce qui existe par contre, c'est l'article 31, qui dit qu'une population donnée, qui lutte pour sa libération, si elle est soumise par une asymétrie énorme des forces en présence, soumise au risque de disparition des biens et des personnes, et le génocide, c'est bien le maximum que l'on peut citer à cet égard, eh bien, dans ces cas-là, bien entendu, ils vont bénéficier de l'exonération, et donc tout ça, c'est une affaire de juge. Le 7 octobre devra être jugé par des juges. Il y a certainement eu des crimes de guerre qui ont été commis par toutes les parties. Et d'ailleurs, Fatou Bensouda, lorsqu'elle a ouvert l'enquête approfondie sur Israël-Palestine, elle a dit « Mon bureau va enquêter sur les crimes de guerre commis Alors j'aurais une question là-dessus, pour terminer cet par les entretien. groupes armés palestiniens et par l'autorité palestinienne, parce que des plaintes ont été déposées à cet égard également. » Et sur l'état du droit en France, pour la question que je vous ai posée. Du droit en France. Est-ce qu'on peut en parler de cette question de la Palestine sans tomber sous le coup de la loi finalement? Écoutez, ce que je voudrais dire simplement à ceux qui utilisent, qui travestissent des lois qui sont des lois qui ont été dirigées et construites dans une direction particulière, eh bien qu'il y a une armée d'avocats de bonne foi qui travaillent en France et qui a commencé un travail considérable. Je vais en citer simplement un exemple qui remonte à même pas 2 mois, à moins de 2 mois. Eh bien, une femme venant de la bande de Gaza s'était vue refuser le statut par l'OFPRA, le statut de réfugié. On allait à la renvoyer là-bas, où une bonne partie de sa famille avait été exterminée, en disant vous n'avez pas le droit au statut de réfugié. Bon, ben, bien entendu, ces avocates s'en sont occupés, et le directeur de la Cour d'appel du droit d'asile, auquel je voudrais rendre hommage, car il est malheureusement décédé depuis, eh bien, a dit bon, on ne peut pas faire ça dans une formation habituelle parce que c'est une décision qui va prendre un caractère de norme, une jurisprudence, et donc il a reporté à 6 mois, et ça a eu lieu à la fin du mois de juillet. Eh bien, c'est une grande formation qui a jugé le cas de Madame X. Et Madame X, grande formation, c'est-à-dire 9 juges au lieu de 3, 9 juges dont le président de la Cour d'appel du droit d'asile, c'est-à-dire quelqu'un d'extrêmement important sur le plan juridictionnel en France, eh bien, a accordé le bénéfice du droit d'asile à cette personne au nom de la nationalité palestinienne. Je dis bien au nom de la nationalité palestinienne, reprenant d'ailleurs ce qui avait été écrit à la fois dans les conventions de Genève, signées par la France, mais également dans le jugement de la Cour internationale de justice. Autrement dit, la nationalité palestinienne, elle a été reconnue en France, alors que M. Macron joue toujours de cette carte d'une manière assez indécente, puisque 50 personnes sont encore tuées tous les jours, dont 25 enfants, l'équivalent d'une classe chaque jour. Très bien. Alors, François Burger, un commentaire sur la même question, sur l'état du droit. Vous êtes bien placé pour en parler. Puisque... donner une facette positive de cette situation. Moi, je vais faire le contraire. J'ai mis sur ma page Facebook tout à l'heure, je n'en suis pas encore sûr,
que l'IESH, l'Institut de formation des imams de Château-Chinon, vient vraisemblablement d'être dissous par le ministère de l'Intérieur. D'accord? Donc on vient de franchir une étape supplémentaire, et puis j'ai dit et je redis que moi qui ai le privilège de m'appeler François, j'ai été relaxé, mais que sur ce terrain-là, malgré les efforts remarquables que font des équipes d'avocats, malgré les efforts remarquables de mon avocat, Rafik Chakat ou d'autres, eh bien, la liste des gens condamnés dont les avoirs sont gelés, les institutions culturelles, on l'a jamais assez dit, mais ça commence par Nawa Édition, ça commence par le CCIF, mais c'est les éditeurs, mais c'est absolument tous les rouages institutionnels de la vie citoyenne des musulmans de France qui sont actuellement illégitimés par le droit, par le droit. Donc ça, c'est le versant négatif de la lecture de cette situation, dont il est absolument évident, Christophe, que tu as eu raison de rappeler qu'elle fait l'objet de résistance, et de résistance pas toujours inefficace. Oui, c'est la mauvaise utilisation du droit, et il y a des ressources à cela, mais prenez l'exemple, imaginez qu'un pays extrêmement puissant, militairement, ait décidé d'assujettir la France, par exemple, et qu'il ait assassiné une vingtaine de nos généraux. Est-ce que la France serait vaincue? Certainement pas. On peut dissoudre des associations, mais on ne peut pas dissoudre des idées, surtout lorsqu'elles sont légitimes. On ne peut pas dissoudre ce que les gens ont dans la tête. Alors, on peut essayer de dissoudre tous les Palestiniens dans l'acide, on peut dissoudre tous les musulmans, on peut en émettre le souhait, on peut commencer à le faire sans en émettre le souhait, mais ça ne marche pas. C'est-à-dire que toutes ces théories, toutes ces pratiques, eh bien, elles aboutissent au troisième I, illégal, immoral, illégal, et irrationnel. C'est irrationnel. C'est complètement irrationnel, et j'ajouterais même que c'est le pire service que l'on puisse rendre aux Israéliens de se comporter de la sorte. C'est le pire service, car le procès du siècle aura lieu. On le sait déjà. Le procès du génocide du XXIe siècle aura lieu un jour, et se retrouveront, eh bien, on entendra à la fois les coupables, les responsables. Ce sera pas Nuremberg, étant donné la position de l'Allemagne sur ce conflit. N'entrons pas dans le détail, restons dans le général, parce que si ce procès n'avait pas lieu, la guerre mondiale aurait éclaté d'ici là. Personne, aujourd'hui, aucun État ne peut s'opposer aux 53 États qui ont signé pour la Cour pénale internationale. C'est strictement impossible, vous voyez. Donc c'est irrationnel de rajouter de la violence à la violence. C'est complètement irrationnel de la part de M. Macron de ne pas avoir arrêté M. Netanyahou alors qu'il avait la possibilité de le faire. Je rappelle que M. Sarkozy s'est permis d'envoyer l'armée française pour arrêter Laurent Gbagbo lorsqu'il y avait une discussion sur le résultat des élections en Côte d'Ivoire. Il a été kidnappé par l'armée française, emmené pieds et poings liés à La Haye, et là, La Haye, a commencé une enquête qui est extrêmement longue, car il faut prouver chaque élément qui sont apportés. Si l'on trouve que La Haye va pas assez vite, ou la Cour internationale de justice, eh bien, il faut augmenter ses capacités au lieu de la critiquer. Et au bout d'un temps infini, 6 ans, M. Gbagbo a été relaxé. Autrement dit, une partie de l'histoire aurait pu être interrompue. M. Macron ne l'a pas fait en contrevenant complètement à ses obligations d'état partie. On peut se demander dans une certaine mesure si peut-être il ne sent pas le vent du boulet se rapprocher, et ses rodomontades vis-à-vis de M. Netanyahou, si c'est pas une façon de se protéger aussi pour l'avenir. Alors on reparlera de la conférence qui aura lieu donc à la fin du mois à New York sur la reconnaissance d'un État palestinien. Pour terminer cet entretien, une question importante sur le 7 octobre, qui est quand même qui représente l'élément le plus lourd dans le dossier à charge qu'un certain nombre d'acteurs politiques ou universitaires ont entrepris dans ce procès contre le Hamas. Donc déjà la première question, c'est est-ce qu'une enquête, alors on dit souvent qu'une enquête indépendante n'a pas été effectuée, est-ce qu'une enquête indépendante a été effectuée sur ce qui s'est passé le 7 octobre? C'est quand même important parce que finalement les informations dont on dispose sur ces événements, ils émanent essentiellement soit de l'armée israélienne, soit de la presse israélienne.
Alors, il ne s'agit pas de dire que la presse israélienne se fait forcément le relais, parce qu'il y a certains comme journaux israéliens qui sont extrêmement critiques. Mais est-ce qu'une enquête indépendante, c'est comme ça le sujet, a été menée? En ce qui concerne les enquêtes, elles sont à faire, et seule la Cour pénale internationale et ses agents sont habilités à le faire, car ils sont par définition indépendants. Il y a eu quand même un embryon d'enquête qui a été fait par les fonctionnaires de l'ONU concernant les allégations de crimes sexuels. Et il faut véritablement lire complètement le compte-rendu qui a été fait par cette équipe, qui était une équipe de vrais spécialistes, de gens reconnus dans le domaine des infractions sexuelles. Eh bien, il faut le lire. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que, aussi curieux que ça puisse paraître, ce grand État d'Israël, très avancé sous tout point de vue, eh bien, n'a fait aucun prélèvement aux femmes dont on a supposé ou dont on a dit qu'elles avaient été violées. Aucun prélèvement, rien du tout. En tout cas, il n'en a pas fait état, et c'est ce dont s'est plaint justement cette commission, parce que c'est la base. Lorsque dans n'importe quel lieu en France il y a un viol, eh bien, il y a des prélèvements et on a à la fois la preuve du viol et l'identité absolue du violeur. Il y a un certain nombre de points où les demandes qui ont été faites par la commission d'enquête n'ont pas reçu de réponse, de rendez-vous qui n'ont pas pu être pris. Autrement dit, et ceci m'a été confirmé par les meilleurs avocats, le compte-rendu qui a été fait par l'ONU concernant les atteintes sexuelles, les violences sexuelles, ne tiendrait pas la route une demi-heure, c'est la formule qui a été utilisée, devant un tribunal. Parce qu'un tribunal, c'est quelque chose de sérieux. Lorsqu'on présente des choses aussi graves, des accusations aussi graves, il faut pouvoir les prouver. Autrement dit, c'est la seule type d'enquête qui a eu lieu pour l'instant. Et pour le reste, ce n'est pas à nous de juger ce qui s'est passé le 7 octobre. De toute façon, les mouvements palestiniens, en particulier le Hamas, sont pour qu'une enquête ait lieu et ils n'ont jamais disconvenu que des crimes de guerre aient pu avoir lieu ce jour-là. Et d'ailleurs, ils sont bien conscients que le simple fait de prendre des otages est un crime de guerre. Oui, sur les morts, sur les personnes qui ont trouvé la mort ce jour-là. Donc il n'y a pas eu de... Vous savez, c'est très compliqué parce que d'abord... Parce que certains ont mis en cause l'armée israélienne, c'est-à-dire dans la riposte à cette attaque. Voilà. Ça a été décrété par les pilotes d'hélicoptères ou de tanks eux-mêmes. C'est-à-dire que pour chaque victime israélienne du 7 octobre, et on pourrait dire pour chaque victime palestinienne autant, il faut savoir quel était le statut de la victime. Est-ce que c'était un soldat? Est-ce que c'était un réserviste? Est-ce que c'était un civil? Est-ce que ce civil était armé ou pas? Et par exemple, un soldat qui est en train de prendre sa douche, qui est assassiné, c'est un assassinat, il bénéficie justement. Donc pour chaque cas, il faut savoir le statut de la personne et qui l'a tué. Et qui l'a tué, c'est-à-dire, est-ce que ça fait partie d'un ordre d'action systématique? Et c'est là où justement l'inculpation, par exemple, d'Ismaël Haniyeh était extrêmement problématique parce que aller prouver qu'Ismaël Haniyeh avait donné un ordre oral ou écrit de violer les femmes au moment de l'attaque du 7 octobre, c'est quelque chose qui était pratiquement impossible à prouver en droit. D'accord, François Burgat. Donc finalement, il n'y a pas eu réellement d'enquête indépendante sur. Il y a eu un embryon d'enquête, mais sur certains aspects. Si on prenait, vous savez, je suis abonné à très peu de quotidiens de presse écrite parce que j'ai perdu confiance dans la presse franco-israélienne. Mais je me suis dit hier, bon, allez, ça y est, je franchis le cap, je m'abonne à Haaretz. Si vous prenez simplement Haaretz comme colonne vertébrale de l'analyse factuelle du 7 octobre, vous avez déjà quelque chose de relativement solide. Alors, je vais citer une autre enquête, mais elle va être discréditée immédiatement par tous ceux qui ne veulent pas entendre ça. Mais la chaîne de langue anglaise Al Jazeera a fait un document de synthèse extrêmement exigeant sur la totalité des accusations israéliennes et des données factuelles recoupées. Et ces enquêtes convergent. Ces enquêtes convergent vers le fait que oui, bien sûr, il y a eu des civils assassinés, oui, bien sûr, il y a eu les prises d'otages, mais il n'y a rien eu que les geôliers de Gaza n'aient pas commis à une échelle au carré au cours des décennies écoulées. Il n'y a rien eu de nouveau dans le 7 octobre.
il n'y a rien eu d'autre que la révolte violente des prisonniers de Gaza contre leur très violent geôlier. Et c'est ça qui m'intéresse, vous voyez. Bon, si vous voulez d'autres choses pointues, mais bon, j'hésite un petit peu, mais Gray Zone, c'est un citoyen juif américain que je n'aime pas complètement parce que sur d'autres sujets, il écrit des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, par exemple sur la Syrie, mais ils ont fait une enquête justement sur l'article du New York Times et les accusations de crimes sexuels qui est assez éloquente, puisqu'ils sont remontés à la source de la fabrication des mensonges. Les accusations de crimes sexuels sont fabriquées purement et simplement parce que les Israéliens s'aperçoivent que leur taux de crédit auprès des congressmen américains est en train de baisser. Donc ils cherchent et ils font une enquête. Quelle est la corde la plus sensible dans les opinions occidentales? Est-ce que c'est de dire ils ont tué des enfants? Non. Il y a pire. Ah bon? Quoi? Qu'ils ont violé? Ah bon, c'est mieux. Bon, d'accord. Et ils décident cyniquement, après ce qu'il faut bien rappeler dans les violences sexuelles, c'est qu'il n'en a jamais été question au lendemain du 7 octobre. Jamais. Il faut attendre 2 mois. Personne n'a évoqué de violences sexuelles au soir du 7 octobre, ou au 8, au 9, au 10, au 11, au 12. Non, totalement inconnu comme sujet. Ce sujet est apparu 1 mois et demi plus tard, à la suite d'une décision rationnelle de gestion de sa propagande de leur propagande par les dirigeants de l'État hébreu. Ça, je pense qu'on peut déjà le savoir. Donc moi, je dis pas c'est un mystère, l'histoire nous dira. Non, on sait déjà quand même en gros 90% de ce qui s'est passé. On sait que tous les corps carbonisés l'ont été par les roquettes des hélicoptères Apache. Hein, et les Palestiniens n'avaient pas un type d'armement qui allait carboniser des corps dans des voitures. Tout cela, c'est peut-être 100, peut-être 200, peut-être 300 victimes qui sont les victimes de la contre-attaque très maladroite et très violente, mais peut-être volontairement, de l'armée israélienne. Alors, et quand même un point aussi là-dessus, c'est ce que je voulais aborder tout à l'heure. L'article du New York Times que j'évoquais, hein, du 30 novembre 2023, c'est pas celui sur les crimes sexuels, c'est celui qui nous informe qu'Israël était parfaitement informé de l'attaque par ses propres services de renseignement. Donc il y a un document de 40 pages qui s'appelle le mur de Jéricho, et ils ont aussi bénéficié d'informations qui leur ont été données par les Égyptiens. Et on sait également que 2 garnisons de commandos israéliens, c'est aussi la presse israélienne qui le relate, soit une centaine de soldats, avaient été réaffectés de cette zone 2 jours avant l'attaque, et elle avait été réaffectée en Cisjordanie. Donc il y a une question que beaucoup de gens se posent. Alors c'est une hypothèse, mais c'est quand même important de poser cette question. Finalement, est-ce que Netanyahou n'a pas, enfin, est-ce que le gouvernement israélien n'a pas laissé, est-ce qu'il est possible que le gouvernement israélien ait laissé l'attaque se dérouler pour justement profiter d'une contre-attaque qui lui permettrait précisément de commettre ce génocide auquel nous assistons, de reprendre de nouveaux territoires et voire même d'essayer de neutraliser les organisations palestiniennes. Est-ce que ce scénario est tout de même possible? Je ne le sais pas, mais ce que je sais, ce que nous savons de Netanyahou rend tout à fait possible, rend tout à fait crédible cette hypothèse. Christophe Oberlin? Je voudrais ajouter peut-être que ça n'a pas énormément d'importance pour les Palestiniens. Ça a beaucoup d'importance pour les Israéliens. Et pour les Palestiniens, ça n'a pas forcément, parce que là, on en est au stade du génocide affirmé, contrôlé, déclaré. Et donc, que ce génocide ait lieu aujourd'hui ou hier, la différence, c'est qu'aujourd'hui, l'opinion mondiale est au courant. Elle ne peut pas le nier, qu'il y avait un projet de longue date, parce que là aussi, énormément de documents montrent ce projet dès les années 80, jusque de l'Atlantique au Nil. Le résultat, il est là. Et donc, ce que je reproche aux commentateurs et aux journalistes et aux politiques, c'est d'essayer de trouver une logique au niveau de la partie israélienne. Il n'y a pas de logique. Et d'ailleurs, la situation israélienne n'a jamais été aussi catastrophique que maintenant. Et certes, elle n'a pas subi le génocide qu'ont subi les Palestiniens, mais il n'empêche que Israël devient maintenant indéfendable. Et même les fervents soutiens d'Israël, en particulier les Français, eh bien, commencent à vaciller, tout simplement, parce que nous sommes devant les faits. Donc je pense que, vous savez, j'ai des projets complètement délirants.
il y en a eu beaucoup. Il y a des gens qui, les informations délirantes, les informations qui sont crues ou qui ne sont pas crues, il y a beaucoup d'exemples historiques qui montrent que ça a une importance. Un jour, par exemple, j'allais voir Mahmoud Zahar et il me dit, tu sais pas ce qui vient de sortir. Des émissaires sont venus pour me proposer la création d'une île artificielle en face de Gaza, où il y aurait un aéroport, on pourrait recevoir les pétroliers, etc., une piste de 2 kilomètres, voilà. C'était un projet complètement démentiel, il n'a pas eu lieu, l'information était là, et puis il y a eu ce projet de larguer toute une série de mini-bombes atomiques pour faire un canal de Suez qui permettrait à Israël d'étrangler l'économie égyptienne, etc. Donc finalement, que des informations aient fuité, c'est pratiquement certain, parce que la préparation du 7 octobre, ça n'a pas été 6 mois, comme quelqu'un en dit, ça n'a pas été l'œuvre du cerveau, parce qu'à force de tuer les cerveaux, on s'aperçoit que les combattants sont toujours là, et leurs armes aussi, c'est des années. Sinon, on remonte dans l'histoire, et je le fais en ce moment, notamment en traduisant le livre de Yahya Sinwar. On s'aperçoit que la résistance, y compris la résistance armée, est partie d'un vieux fusil de 1898, d'un vieux pistolet où il fallait un bout de scotch pour tenir le barillet, et puis l'armement de la résistance palestinienne n'a pas cessé de grandir. Et au cours de toutes les offensives israéliennes, on parle seulement de la première fois où les Palestiniens ont pris l'initiative d'une offensive militaire avec certains succès, et bien il y a eu toutes les offensives israéliennes. Et à chaque fois, la capacité de résistance militaire palestinienne a grandi. On se moquait des Palestiniens qui envoyaient des roquettes à 2 kilomètres, puis ça a été 20 kilomètres, et puis maintenant c'est 150 ou 200. Autrement dit, il n'y a pas un jour où on a décidé de s'armer. Il y a une progression, il n'y a pas de saut, et c'est sur des dizaines d'années qu'on est parvenu, que les Palestiniens sont parvenus à une capacité militaire qui a réussi à tenir en échec la première puissance militaire du monde, c'est-à-dire la puissance militaire américaine. Aujourd'hui, les chars qui entrent à Gaza restent toujours des cibles, et les fantassins, eh bien, risquent leur peau tous les jours. Mais ce qu'il y a de particulièrement désastreux, c'est que les positions politiques, et notamment celles qui consistent à vouloir écarter le Hamas, comment, par quelle méthode, on n'en sait rien, et bien contribue à prolonger cette effusion de sang. Alors pour l'instant, on en est entre les morts directes et les morts indirectes, peut-être à 200 000 morts, sans doute davantage. Si jamais on prolonge de 6 mois, ça sera 300 000, 400 000, 500 000, avant que ceux qui gouvernent le monde, c'est-à-dire les dirigeants européens, ne prennent les décisions qui s'imposent, c'est-à-dire stopper la protection qu'ils accordent à M. Netanyahou et à son gouvernement. Merci Christophe Oberlin, donc ce sera le mot de la fin. Merci François Burgat, merci à tous les deux pour vos éclaircissements, vos analyses, vos expériences, vos partages d'expériences. Merci également à tous nos auditeurs pour leur fidélité, leur soutien. Je vous invite à poursuivre ce soutien. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour recevoir nos notifications, à nous soutenir aussi financièrement. Je vous donne rendez-vous très prochainement donc pour un futur entretien sur la question palestinienne, puisque cette actualité, nous la suivons de très près, comme vous le savez. Merci à vous et à très bientôt sur Muzin TV.